Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce grand débrief d'après-match alors que l'Impact de Montréal recevait dans un match à domicile à l'étranger, on va le dire comme ça, recevait donc la visite du Revs de la Nouvelle-Angleterre. Dure journée au boulot aujourd'hui pour l'Impact de Montréal, autant dans les bureaux que sur le terrain. Donc, ça commence par, bien sûr, Saphir Taider qui quitte donc la formation montréalaise, quitte le bleu, blanc, noir. D'un côté, bonne chose. C'est signe que l'Impact confirme que nous sommes présentement donc dans une certaine restructuration de l'effectif, qu'on est en train de mettre en place un système de jeu et qu'on cherche à établir un noyau donc de joueurs et qu'il y a un projet donc qui est en construction. L'Impact de Montréal confirme donc aujourd'hui que ce projet sportif ne s'articulera pas autour de Saphir Taider. Ça a repris 6 heures à l'Impact de Montréal avant de nous annoncer la nouvelle que tout le monde savait, que tout le monde avait déjà relayé, que tout le monde avait déjà partagé. Alors que l'Impact nous a émis plein de communiqués tout au long de la journée. Donc, on savait qu'il y avait des matchs de e-sports. On savait qu'il y avait le November de Joey Saputo. On avait le récit du dernier voyage de l'Impact de Montréal qui est pas vraiment fini parce que l'Impact est encore dedans. Bref, grosse erreur de communication au sein de l'Impact. Et on me disait, tu sais, Jeff, c'est normal, puis c'est comme ça que ça marche. Le soccer, c'est pas le hockey, puis non. Si ça serait ça, ça serait vrai pour l'ensemble des clubs de la MLS, puis c'est pas vrai que tous les clubs de la MLS, toutes les transactions spin sur les réseaux sociaux 6 heures avant que l'équipe nous l'apprenne. Impossible pour moi d'accepter tout ça. Mathieu Pulglaise, je prends un premier commentaire via les réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. Go Revs, we take this round of the Maple Syrup Derby. Yes, I will give you. On n'a pas d'autre choix, donc, de s'incliner dans cette rencontre-là. You have a good game, Matt. Que dire de plus? On peut pas faire autrement que de féliciter l'adversaire. Donc, la journée se poursuit pour l'Impact de Montréal. On est toujours dans ce débrief. Clément Diop qui annonce qu'il rentre. Donc, retour à la maison du côté de la France. Raison personnelle, on va lui laisser, donc j'ai aucune intention sincèrement de revenir là-dessus et on aura bien les détails en temps et lieu si on mérite d'avoir les détails, mais à partir du moment où c'est une raison personnelle, je pousse jamais plus loin et ça demeure aux joueurs, donc à venir jusqu'à l'instant, de un, je vais jamais spéculer là-dessus et je laisse donc aux joueurs sa vie privée, on va le dire comme ça. Le 11 de départ est donc annoncé. Absence remarquée de Boyan et de Zachary Broguillard pour cette rencontre-là. 18 joueurs seulement forment l'effectif du 11 montréalais. Donc, le bleu, blanc, noir devra composer, non pas avec les moyens du bord, mais avec ce qui reste d'effectif et aligne donc 18 joueurs dans cette rencontre-là. C'est Pantémis qui se retrouve devant la cage de l'Impact de Montréal alors que Clément Diop, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, quittait pour rejoindre la France, raison personnelle, quelques modifications donc à l'alignement de départ et on retrouve donc Chaume et Bahia dans les couloirs donc pour remplacer respectivement Corrales laissé de côté pour cette rencontre, mais qui était disponible donc sur le banc et Zachary Broguillard donc absent.
de cette rencontre. La seule bonne nouvelle de la journée pour l'Impact, c'est Mustapha Kizza. On apprend de Frédéric Lard de TVA Sport que Mustapha Kizza devrait, du moins moi je l'ai appris de lui, là, peut-être que c'est pas la source officielle, mais sur les réseaux sociaux, moi je l'ai pris de Frédéric Lard. Mustapha Kizza devrait arriver à Montréal dès demain. Donc ça pourrait donner un peu de répit sur le couloir gauche. Reste à voir là les détails entourant son arrivée et les communications au sein de l'Impact, c'est pas toujours fluide. Donc l'information qu'on a à venir jusqu'à maintenant, c'est qu'il pourrait rejoindre Montréal demain. Donc est-ce que c'est le club, est-ce que c'est la ville? Et s'il est à Montréal, est-ce qu'il aura une quarantaine obligatoire avant d'aller rejoindre le joueur? Bref, il y a tous ces technicalités-là reliées à la pandémie de la COVID. Bref, est-ce qu'on va voir Kizza d'ici la fin de la saison? Il est trop tôt pour en juger. Mais là, on rentre dans le match. Première demi. Début de match horrible pour l'Impact de Montréal. Je pense que sincèrement, la défense à 3, c'est pas le schéma favorable à l'éclosion de tout le talent de Louis Binks. Il y en a plusieurs qui me mentionnaient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Jeff, as-tu trouvé que Binks a une baisse de régime depuis qu'on a annoncé sa signature et son transfert donc du côté de Bologne? Et sincèrement, moi je pense pas que ça ait un lien direct avec la signature de Binks à l'étranger. Par contre, je suis convaincu que Binks, dans une défensive à 3 axiaux, est beaucoup moins efficace que lorsqu'on utilise un schéma tactique à 4 derrière, où il est un petit peu plus dans le centre, avec un petit peu moins de terrain à couvrir. Et quand on jouait le 4-2-3-1 avec, par exemple, Wanyama et Piet devant lui, ça freine un peu la progression de l'adversaire. Et aujourd'hui, vous l'avez vu sur le premier but, Mané qui met ça 1-0 pour les Revs. Clairement, Binks, sa force n'est pas l'explosion, n'est pas la vitesse. Et sur le premier but de l'Impact de Montréal, concédé par l'Impact de Montréal, c'est clairement un manque de vitesse de Binks. Mais comme je vous dis, dans un schéma à 4 défenseurs, ou un 4-2-3-1 alors qu'on a, ou un 4-4-2 même, mais si on retrouve Piet et Wanyama devant lui, ben on freine un peu la progression de l'adversaire et on sent plus à l'aise Binks. Donc cette baisse de régime que plusieurs attribuaient à la signature de son contrat, moi je vous dirais c'est pas ça, ça n'a rien à voir et je pense pas sincèrement que Binks soit un joueur comme ça. Par contre, il est beaucoup trop lent pour un schéma tactique avec 3 axiaux. Et ça conduit donc directement au premier but des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Quelques minutes plus tard, on se fait prendre sur un hors-jeu. On essaie de jouer le hors-jeu, ça marche plus ou moins bien et on se fait prendre, c'est 2-0. Mais avant la fin de la demi, une vingtaine de minutes, donc Sedic qui sort de nulle part et réussit à ramener tout ça à 2-1. Donc, le match n'est pas encore hors de contrôle. C'est 2-1 malgré tout, malgré une nette domination en première demi. Je vous le rappelle, l'Impact de Montréal, quel mauvais début de match. Mais on retraite au vestiaire, c'est 2-1. Une chance que la défensive des Revs de la Nouvelle-Angleterre est anémique. Elle est également dans cette première demi-là. Donc, ça nous a donné quand même quelques chances, quelques ouvertures en première demi. Mauvais signe avant la fin de l'engagement. Triste nouvelle. Rod Fanny, donc, sorti sur blessure. Il est encore trop tôt au moment où on se parle ou dans quelques instants. Là, on va peut-être en apprendre davantage lors du point de presse de Thierry Henry. Et je vais vous relayer l'information demain matin via notre plateforme bbnmedia.com. D'ailleurs, si vous allez le visiter, le débrief du match est déjà mis en ligne. On est efficace pareil ici à BBN Media. Donc, le débrief du match
écrit est déjà en ligne. Là, vous êtes dans le Débrief Live. Dans 5 minutes après, vous allez l'avoir en podcast audio. C'est merveilleux. Mais pour revenir à nos moutons, Rod Fanny qui sort à la 40e minute de jeu pour laisser sa place donc à Waterman sur blessure. 40 ans, Rod Fanny qui revenait déjà de blessure. J'espère pour lui que c'est pas une fin de carrière. Mais ça regarde pas bien. En tout cas, ça semblait quand même assez sérieux dans son cas. Donc, faudra voir qu'est-ce qui va en découler. Deuxième demi, donc je vous le disais, c'est Waterman qui prend la place de Rod Fanny dans le couloir central, pas dans le couloir central, mais dans l'axe. Et Bouska rit complètement de Waterman. Il déjoue presque 3 fois. Tu sais, à 3 reprises, Waterman a la chance de subtiliser la balle à Bouska, mais malheureusement, il en est incapable. Et ça propulse donc les Rebs de la Nouvelle-Angleterre en avance par 3-1. Mason Toye, un petit peu plus tard dans cette rencontre-là, est exclu de la rencontre, donc sort au profit de Balou Tabla, qui, les deux joueurs en question avaient reçu un peu les foudres de l'entraîneur-chef Thierry Henry lors de leur dernière prestation face à l'Union de Philadelphie. Rappelez-vous, Thierry Henry qui n'était pas content de la tenue de certains joueurs, principalement Kyoto, mais également Toye et Balou. N'en avait pas tant contre le jeu de Kyoto, mais sur une action précise dans le match que vous vous rappelez tous très bien alors qu'il a tenté de chipper le gardien. Mais avait fait des commentaires donc qu'il n'avait pas aimé la tenue de Mason Toye et de Balou. Encore ce soir, je pense qu'il ne sera pas satisfait du travail de Mason Toye et je pense qu'on est tous pareils. On va être patient parce que il est encore très tôt pour analyser les performances de Mason Toye depuis son arrivée avec l'Impact de Montréal. Donc on va lui laisser du temps quand même pour s'ajuster au club, mais clairement, il ne fait pas en sorte d'améliorer son sort et de gagner des minutes de jeu. Balou Tabla, qui l'a remplacé donc en début de deuxième demi, a fait clairement un travail supérieur et je pense qu'il a bien réagi aux commentaires de son entraîneur-chef. Et aujourd'hui, on a senti un Balou Tabla qui est en mesure de faire la différence dans une formation de la MLS. On a senti un Balou Tabla qui pouvait changer la donne et déstabiliser un peu la défensive adverse. Donc, si on se demandait est-ce que Balou Tabla aura l'étoffe d'un joueur de la MLS, je pense que ce soir, on trouve une partie de la réponse, mais ce qui va faire foi de tout, ce sera la constance que Balou Tabla sera en mesure d'offrir à son entraîneur-chef au cours des prochaines sorties. Et dans les circonstances, je pense qu'il y en aura d'autres sorties parce que ce soir, je pense qu'il va convaincre Thierry Henry de le ramener dans la mêlée. Et ça m'étonnerait pas que samedi soir, face à l'Inter de Miami, Balou Tabla soit d'office à la place de Mason Toye. Maxi Urruti qui rentre un peu plus tard donc dans la rencontre. Encore un match qui s'en va nulle part pour Maxi Urruti, malheureusement. Donc a couru sur le terrain, c'est bien tout ce qu'il a fait. Pas très de différence dans cette rencontre-là, mais on cherchait cette étincelle-là alors que le match n'était pas terminé, hein. À 3-1, on avait encore une capacité de revenir dans cette rencontre-là. Donc, on cherchait à améliorer le sort. Donc, on est revenu dans une formule un petit peu plus à 4 défenseurs pour ajouter un peu de grinta à l'avant. Mais malheureusement, lorsque tu cherches la grinta, c'est clairement pas Maxi Urruti, ton produit de niche, pour aller le trouver.
Louis Binks obtient en fin de rencontre un carton jaune, ce qui signifie donc qu'il sera sous le coup d'une suspension pour le match de samedi prochain face à la troupe de David Beckham. Pour Louis Binks, je pense que cette suspension-là, dans tous les cas, arrive quand même au bon moment. Je le disais cette semaine, un peu plus tôt dans le podcast. Donc, tu veux pas te priver de Louis Binks à la veille d'un gros match. Donc, on n'aurait pas voulu, par exemple, que Binks prenne cet avertissement-là, ce jaune-là qui le conduit à une suspension tout juste avant, par exemple, le match contre NICFC ou encore contre Orlando. T'aimes mieux avoir Binks. Si tu as le choix d'avoir Binks contre l'Inter de Miami ou tu as le choix d'avoir Binks contre Orlando, je pense que le choix est simple. Le choix, il est clair. Et tu y vas all-in, tu te dis, je vais prendre Binks pour le match face au Lyon. Donc, dans ce cas-là, je pense que la carte ne pouvait pas mieux tomber dans les circonstances. On sait que ça va faire mal et que ça va déplumer un peu une défensive qui est déjà pas mal transpercée avec le fait que Raitala soit parti en équipe nationale, avec le fait que Rod Fanny soit blessé maintenant, donc Binks sous le coup d'une suspension. Ça va donner de la place aux jeunes, ceux qui quémandent donc depuis longtemps. Parmi mes auditeurs, il y en a énormément qui commandent une rotation de l'effectif. Vous allez la voir. Et on va s'en parler dans quelques instants. Mais juste avant, si je veux compléter la mise à jour de cette rencontre-là et le retour sur ce match-là, je pense que la combinaison Piet-Maxi Kyoto Balou à la 90e minute de jeu. Balou qui tire ça dans le haut du filet et conclut donc une excellente action. Et c'est rare qu'on convertit une action comme ça, hein. Mais là, c'est clairement Piet-Maxi Kyoto Balou et on tire ça dans le haut du filet. Donc, c'est merveilleux. À partir de ce moment-ci, il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble où on va analyser donc en profondeur le match. J'invite ceux et celles qui sont avec nous lors de cette première diffusion-là, donc en direct, via notre plateforme Facebook, YouTube ou Periscope, à venir agrémenter le podcast de vos commentaires. Comment vous avez trouvé la tenue de l'Impact? Comment vous avez trouvé cette rotation forcée? On va le dire comme ça, mais une rotation donc qui arrive également. Et aujourd'hui, moi, je veux clairement vous valider mon point à l'effet que la rotation, moi, je suis de ceux qui pensent sincèrement qu'il faut faire attention à la rotation et que c'est pas nécessairement une bonne chose d'avoir la rotation et je comprends très bien votre point de vue puis je le sais qu'il faut reposer les joueurs, sont fatigués. Par contre, faut que tu aies une certaine structure. Et ce soir, on l'a vu puis ça me fait rire parce que sur les réseaux sociaux ce soir, les gens qui appellent à cette rotation de l'effectif sont les mêmes qui chialent ce soir que l'effectif de l'Impact ce soir avait pas de sens, qu'il y avait trop de blessés, que l'équipe allait nulle part, qu'on avait un club de CPL. Bref, c'est la même gang qui demandait plutôt cette semaine, ça n'a pas de bon sens, Thierry Henry fait pas ses changements, Thierry Henry bouge pas son effectif, devrait faire une rotation, reposer ses joueurs, c'est les mêmes. C'est les mêmes aujourd'hui qui rient de ce que l'Impact présente sur le terrain. On voulait une rotation, on l'a. Je prends des commentaires. Greg, via la plateforme Twitter Periscope. Bienvenue à toi, Greg, dans ce podcast BBN. Relance courte avec des défenseurs pas en confiance et les Revs qui pressent haut très tôt. C'est compliqué comme début. Effectivement, Greg, relance courte avec les défenseurs pas en confiance. Je vais en revenir sur cette phase-là de nos défenseurs pas en confiance parce que, de un,
je crois sincèrement que ce système à 3 axiaux et 2 latéraux n'est pas la solution magique pour l'Impact de Montréal. Je pense que oui, ils ont connu un certain succès avec cette formule-là. On a vu des belles choses, des belles séquences, mais je crois sincèrement qu'un 4-4-2 transformé en 4-2-3-1 en cours de match pour surprendre et déstabiliser l'adversaire serait une solution beaucoup plus efficace pour l'Impact de Montréal. Donc, j'ai rien contre la relance courte. Et je sais que l'Impact de Montréal a fait au cours des dernières saisons son pain et son beurre avec les relances longues et les contre-attaques. À ceci, je veux dire, Greg, sincèrement, la relance longue par le gardien de but, ce soir Pantémis, mais normalement Clément Diop, nos joueurs en avant sont tout petits et on ne gagne pas nos duels aériens. Donc, cette fameuse relance longue que l'on appelle, là, cette fameuse relance longue qu'on aimerait voir, c'est de donner à 100% le ballon à l'adversaire. C'est essayer de remarquer, Greg, lors du prochain match face à l'Inter de Miami, pour le peu de relance longue qu'il y a dans le match, essayez de voir à quel pourcentage on a conservé le ballon sur un duel aérien. Et sur la relance longue, et là, je vais aller fouiller un petit peu dans mes statistiques du match de ce soir, mais sur la relance longue, on s'entend, ce n'est pas les 5 défenseurs qui vont venir prendre ces ballons-là. Donc, si on joue la balle longue, il y a des bonnes chances que ce soit Samuel Piette, Wanyama et Sedic qui ramassent finalement cette remise-là en profondeur, ou encore Toye ou Kyoto. Mais si je regarde ce soir, par exemple, Samuel Piette, les duels remportés aériens, il y en a 0. Je regarde pour Mason Toye, duel aérien remporté 2 sur 3. Donc, le 2/3 a été remporté. C'est une bonne chose dans le cas de Mason Toye. Duel remporté pour Romel Kyoto, seulement 3 sur 6. Et Romel est quand même un petit peu plus grand que l'ensemble de nos joueurs, mais c'est quand même seulement 50% des duels aériens qu'on a remportés. Si on va voir dans le cas de Omar Sedic, les duels remporté 0 sur 2 tentatives. Donc, dans l'ensemble du match, on est négatif sur nos duels aériens remportés. Donc, de jouer la balle longue, c'est clairement de donner l'avantage à l'adversaire. Donc, de jouer des relances courtes avec nos défenseurs et construire vers l'avant, je pense que, sincèrement, l'Impact de Montréal a la formation pour utiliser cette tactique-là. Maintenant, au niveau de la confiance, alors que les Revs pressent haut et pressent tôt, ben, c'est là que le schéma tactique entre, Greg, en ligne de compte, parce que si on y va avec une défensive à 4 et qu'on a en garde juste devant Samuel Piette d'un côté et Victor Wanyama de l'autre, je pense qu'on met en confiance la défensive. Le fait qu'il soit 3 au lieu de 4 les rend un petit peu plus nerveux. Le fait que ce soit Pantémis derrière et non Clément Diop, veut pas, c'est son premier match. Il y a une certaine source de stress. Donc ça aussi, ça vient jouer un petit peu dans la tête des joueurs. Souvent, les deux latéraux, à partir du moment où on prend le contrôle du ballon, vont se lancer et c'est ce qu'on veut voir, c'est la bonne chose à faire. Mais là aussi, ça met un peu de pression donc sur ces 3 défenseurs axiaux et c'est ce qui fait un peu cette perte de confiance. Et effectivement, les Revs ont pressé très haut, ont pressé très tôt sur principalement aussi. Et c'est ce qu'a vu qu'on a vu un début de match horrible. On va se dire les vraies affaires. Début de match horrible pour l'Impact de Montréal qui a été emprisonné complètement dans sa zone. Et quand je vais voir les zones de jeu
pour cette rencontre-là dans la première demi, mais c'est moins pire. C'est moins pire, sincèrement, que ce que je pensais. Mais 30% donc du match a été passé en zone de l'Impact, 46 au centre et 24 en zone des Revs. Donc, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais en première demi, la possession de la balle est à 61 en faveur des Revs de la Nouvelle-Angleterre qui tirent 15 fois sur la cage de Pantémis, obtiennent 6 tirs cadrés. Alors, c'est énorme. Pendant ce temps-là, l'Impact tirait 3 fois au filet pour 2 tirs cadrés seulement. Et si je regarde les statistiques que moi, j'aime regarder au niveau du match, en première demi, les grandes chances de marquer pour... et c'est un peu là qu'on peut faire l'analyse également du travail de Pantémis. Les grandes chances de marquer, il y en a 4. Les grandes occasions manquées, toujours pour les Revs, il y en a 2. 10 tirs de la surface, 5 en dehors de la surface. C'est donc bon signe. Dans les circonstances, oui, quelques erreurs de de James Pantémis, et c'est normal dans sa situation, dans son entrée également, surtout alors que ça devait pas être prévu. De la façon que je le comprends, c'est vraiment arrivé à la dernière minute qu'on apprenne le départ donc de Clément Diop. Et je pense que l'Impact a été aussi surpris que les fans l'ont été. Donc, il a fallu rapidement bouger les choses et on a ainsi offert la cage, non pas par choix, mais c'était dans la seule mesure possible. On a offert la cage ce soir à Pantémis et je pense qu'il a bien fait dans les circonstances. C'est pas comme s'il y avait eu le temps de se préparer, de rentrer focus, d'être dans son match. On l'a lancé un peu dans le bouillon et là, tu te fais lancer dans le match. Tu sais que ton club vient de perdre Taider. Tu sais que, Boyan sort. Zachary Broguillard est pas là non plus. Il y a quand même des absences de taille. Raitala qui est quand même, malgré tout, important dans son rôle défensif, est pas le meilleur et fait pas le travail nécessairement qu'on voudrait le voir faire dans le couloir gauche, mais il est quand même le capitaine. Il doit y avoir une raison derrière tout ça. Donc, tu sais, ça ébranle un peu ton gardien de but, surtout quand c'est son premier match. Donc, je pense qu'on a souffert un peu de tout ça dans cette rencontre-là. Mais, tu sais, ce soir, on a la preuve que de tout ce que je vous avance depuis longtemps, que Thierry Henry, c'est pas qu'il veut pas faire de rotation, c'est qu'il n'y a pas les éléments pour le faire. Et ce soir, avec un Taider parti, avec un Boyan absent, avec un Zachary Broguillard absent, avec un Raitala absent puisqu'il est en sélection nationale, ben là, on voit que l'Impact de Montréal est vraiment un projet en construction. Donc, on sent clairement ce manque de profondeur au sein de l'effectif du 11 montréalais qui affecte grandement la qualité sur le terrain de ce qu'on peut aligner comme formation. Donc, c'est le fun de demander une rotation. C'est le fun de dire « mettez des jeunes ». Mais vous voyez, au prochain match, on n'aura pas le choix à la défensive de faire cette rotation-là. Parce que là, on a Raitala qui est pas là, on va avoir Binks qui est absent et fort possiblement Rod Fanny qui ne sera pas là encore. Donc, on n'aura pas le choix d'exécuter des Waterman, d'exécuter des Karifa Yao, mais quand je vous dis qu'il faut y aller tranquillement avec les rotations, c'est exactement ça. Si tu veux entrer Karifa Yao dans un match et que tu veux être en mesure d'analyser son travail, ça serait intelligent que tu l'ailles entre Zachary Broguillard et Binks, qui sont 2 solides piliers quand même de ta formation, et que tu sais que mais que ce joueur-là devienne un joueur MLS accompli, titulaire au sein de ta formation, ben il y a des bonnes chances qu'il évolue entre Binks et Zachary Broguillard. Peut-être pas Binks parce que, bon, il y a la notion de transfert dans tout ça, mais
Comprenez-vous? Tu veux pas voir Yao et évaluer ses compétences avec un Baya d'un côté et avec Waterman de l'autre. Parce que les deux joueurs vont également commettre des erreurs en match. Donc, ça devient difficile d'évaluer ton joueur Karifa Yao, dans ce cas-ci, au centre et dire est-ce qu'il a fait un bon match? Tu peux pas, parce que t'as pas les vrais effectifs. Et si, en plus, on donne dans la rotation, on dit on va reposer Piet, on va reposer Wanyama, là, tu mets deux joueurs qui, sans dire sont pas à leur place, ne sont pas dans leur position de prédilection, appelons-le comme ça. Mais mettons que tu remplaces Wanyama et Piet par peu importe là, ce qui reste de disponible par Chaume et Sedic, mais c'est pas la même chose que Piet et Wanyama, comprenez-vous? Ils vont faire le travail, ils vont se débrouiller, mais ils vont également commettre des erreurs parce que ça sera pas un changement poste pour poste qui sera efficace. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je vois les choses. Mais quoi qu'il en soit, OK, ce soir, on s'incline. Et je veux même plus parler avec vous autres de victoire, de défaite. Moi, je pense que clairement, aujourd'hui, l'Impact nous a envoyé le signe clair qu'on était en train de placer les cartes pour la saison 2021. Et depuis le début de la présente campagne, moi, je vous dis, garde, on va se donner une année de transition. Et ceux et celles qui suivent les podcasts le savent depuis le début. Les autres, allez, ceux qui se sont joints à nous en cours d'année, parce qu'il y en a beaucoup, parce que le podcast, ça reste pas de progresser, allez écouter les premiers podcasts. Moi, je vous disais, cette année, c'est une année de transition. Puis là, les gens disaient, Jeff, ça fait 5 ans qu'on est en transition. Ça fait 5 ans, Jeff, qu'on fait pas les séries. Ça fait 3 ans qu'on fait pas les séries. On est en transition toutes les années. Puis là, je vous ai dit, garde, soyez patients. Cette année, c'est la bonne. Cette année, on met vraiment un projet sportif en place. Parce que non seulement on amène Thierry Henry, mais on a Olivier Renard, on a Kevin Gilmore qui est arrivé il y a pas longtemps. Et on a comme toute une structure au complet. On réforme l'académie. Bref, on n'a jamais ébranlé la structure de l'Impact comme on l'a fait cette saison-ci. Et moi, je vous disais donc, restez patients, c'est une année de transition. Puis, il y en a plein en cours de saison qui disaient, bon, ça n'a pas de bon sens, Thierry Henry. Et je vous disais, puis même l'analyse, combien de personnes, combien de podcasts, combien d'émissions de télé ou de journaux ont fait l'analyse de l'Impact après 12 matchs. Et moi, je vous ai dit, c'est ridicule. C'est ridicule de faire un bilan de mi-saison alors qu'on le sait qu'on est en transformation profonde. Donc, ça servait à rien de le faire et on savait qu'il allait y avoir des changements majeurs. Et là, aujourd'hui, l'Impact confirme cette information-là. En confirmant le départ de Saphir Taider, on confirme que les choses sont en place pour des changements majeurs au sein de cet alignement-là. Donc, il reste des gros dossiers à régler. Celui de Boyan, celui de Camacho et celui de Maxi Urruti. Il faut se concentrer sur le contrat de Boyan puisqu'il vient à échéance là et que si rien ne se passe, donc on active l'option et Boyan devient donc joueur désigné pour la prochaine saison. Donc, il faudra voir s'il le vaut, il faudra voir s'il le veut, il faudra voir s'il le peut. Donc, tout ça mis ensemble, il y aura une bonne analyse à faire. Et est-ce que l'Impact veut construire son nouveau projet autour de Boyan? Chose sûre, c'est que Boyan évolue beaucoup mieux depuis que Saphir Taider n'est plus avec la formation. On l'a vu dans les derniers matchs. On a connu des bons matchs de Boyan alors que Taider était absent sous le coup d'une blessure. Et je pense que ça a donné, ça a peut-être changé le discours
dans les bureaux de l'Impact de Montréal? Peut-être que non, mais de l'extérieur, moi, je vous dirais que ça porterait donc un petit peu plus à réflexion. Ensuite, on a Maxi Urruti et Rudy Camacho qui faudra également évaluer. Il reste une saison, mais tant que ces 3 contrats-là ne seront pas terminés et qu'on n'aura pas pu remplacer ces joueurs-là, moi, je pense qu'on peut pas jouer à analyser comme ça la formation. Donc, on le sait qu'elle va changer de visage. Puis, en changeant, donc, Taider, Boyan, Camacho et Urruti, tu viens de changer la colonne vertébrale quand même de ta structure. Alors, l'Impact aura, à la fin de la prochaine campagne, une toute autre image que celle qu'on a aujourd'hui. Et à la fin de l'autre, ben ça va être pire encore parce que là, ben c'est ça, on n'aura plus Camacho, on n'aura plus Maxi Urruti. Donc, ça va changer chez l'Impact au cours des 2 prochaines saisons. Ça, c'est certain, c'est définitif. Mais chose sûre, c'est que les choses qui apportent présentement, que Olivier Renard apporte présentement, sont de bonne augure, de belle augure. Et je pense que c'est clairement une bonne chose et un pas dans la bonne direction pour la formation montréalaise. Donc, on va faire confiance aux gens en place, on va donner du temps. On va juste pas appuyer sur le bouton panique et quitter le navire. C'est ce que je sens là, sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à décrocher un peu. Je sais qu'on aimerait avoir un club victorieux. Je sais qu'on aimerait gagner à tout coup. Mais faut accepter que si on veut bien faire les choses, faut prendre le temps de bien les faire et se donner la latitude essentielle pour réaliser donc ces mouvements-là. Et c'est ce que Olivier Renard est en train de se doter. Donc, c'est une bonne chose dans les circonstances. Demain, jeudi, il n'y aura pas donc de balado. On va avoir un texte mis en ligne, par contre, un billet que vous pourrez lire, que je vais vous partager en cours de journée. On se retrouve donc, nous, vendredi soir pour mettre la table pour le match, l'affrontement face à l'Inter de Miami qui aura lieu donc ce samedi. Si vous êtes en rediffusion via la balado-diffusion, ben, je vous invite à visiter le www.bbnmedia.com pour ne rien manquer des activités et des informations sur le club. Et à cet effet-là, vous avez commencé à commenter les articles sur BBN Media. J'en suis très reconnaissant. J'aime ça. C'est le fun de voir qu'il y a de l'action. Et le site commence à prendre vraiment là, une belle tournure, une belle envol. Donc, c'est plaisant. Si vous allez sur le site, dans la section News, vous allez trouver tous les derniers billets que j'ai signés. Je veux juste mettre une chose au clair tout de suite avec vous. Pas que je me fasse raboter avec ça un petit peu plus tard. Le site Internet, il est là. Je mets des billets parce que je sais que vous aimez ça. Mais je produis un podcast vidéo, je produis des podcasts audio. Je le fais en toute liberté. Je n'ai pas de lien avec l'Impact de Montréal. Je n'ai pas de lien avec la MLS. Bref, je fais ce que je veux quand je veux et je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais la prétention d'être un journaliste. Donc, je veux juste pas qu'il y ait de commentaires émis sur les articles en disant que c'est du travail journalistique bâclé. Non, c'est des textes d'opinion, de vision, d'analyse que moi je fais des situations qui nous sont présentées de l'Impact de Montréal. C'est pas un travail de recherche, c'est pas un travail journalistique et mon fun à moi ce soir derrière le micro et en général avec le podcast BBN et BBN Media n'est pas de créer la nouvelle, mais bien de la commenter et de l'analyser. Donc moi je m'abreuve de ce que me produit TVA Sport, TSN, RDS, les réseaux sociaux. Et à partir de là, je commente et j'analyse. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que je vous propose pas les points de presse
qui sont offerts par la MLS, qui sont offerts par l'Impact de Montréal et toutes ces brides-là d'informations qui sortent à droite et à gauche dont j'ai, comme les autres, entièrement accès. J'ai aucun intérêt à vous présenter tout ça. L'écouter, l'analyser, oui. Me faire une opinion, vous la livrer, oui, c'est mon travail. Je le prends comme ça. C'est ce que je veux faire avec BBN Media et c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais continuer à faire. Mais je jouerai jamais aux journalistes et je suis pas un journaliste, je serai jamais un journaliste. Donc, tout ce que vous prenez, que ce soit dans le podcast, que ce soit sur le site, dites-vous que c'est de l'information analysée. C'est de l'opinion, mais c'est tout sauf un travail journalistique. Donc, c'est pas à BBN Media ou à dans le podcast BBN que vous allez apprendre en grande primeur un scoop. C'est pas mon travail, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je vais vous livrer. Donc, je veux pas m'engager, je veux juste mettre ça clair. Je veux pas m'engager dans cette promesse-là avec vous. Mais là-dessus, à cette heure qu'on sait qui on est, c'est facile d'avancer et d'aller dans le bon sens. Mais je jouerai pas aux journalistes. Je pense que sincèrement, avec tout le respect que je dois à la classe journalistique, être journaliste, c'est un métier qui s'apprend et je n'ai pas de formation en ce sens-là et je respecte profondément ceux et celles qui travaillent dans ce domaine, qui vivent de ce domaine et qui s'efforcent chaque jour donc de produire cette dose d'information-là. Et je veux pas jouer à m'improviser journaliste. Là-dessus, on se donne rendez-vous vendredi pour un autre podcast BBN.